Ce soir, au téléjournal, le roi Charles III qui est atteint d'un cancer. Il suspend ses apparitions publiques le temps du traitement. Terrible. Absolutely terrible. Our thoughts are of course with His Majesty and his family. Pas d'enseignants pour surveiller les élèves à leur pause déjeuner de jeudi. La STF diversifie ses moyens de pression sur le gouvernement. À toute décision, on a offert au gouvernement une opportunité de retourner à table. Entre glissades et dérapages, marcher sur les trottoirs peut vite devenir périlleux. Qui est responsable de les garder dégelés? Sometimes it is very dangerous. If you are not protecting yourself, you can break your bones and it can affect you badly. Yeah. Bonsoir à tous et bienvenue à votre téléjournal de la Saskatchewan. Nous l'avons donc appris en milieu de journée, le roi Charles III souffre d'un cancer. Le palais de Buckingham précise qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate, mais ne donne pas plus de détails. Charles III a commencé son traitement aujourd'hui. Il dit demeurer optimiste. La suite, c'est Carla Oliveira qui nous la raconte. C'était il y a à peine une semaine. Le roi Charles III, hospitalisé 3 nuits, venait de recevoir son congé de l'hôpital. Voilà qu'aujourd'hui, le palais de Buckingham annonce que le monarque britannique est atteint d'un cancer, sans en préciser la nature exacte, mais en spécifiant qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Ce nouveau diagnostic vient tout juste d'être établi suite à des examens lors de son dernier séjour à l'hôpital pour le traitement d'une hypertrophie de la prostate, selon le communiqué. En brisant le silence sur les raisons de son hospitalisation, le roi Charles III a rompu une tradition qui demande la discrétion sur les questions de santé de la famille royale. Selon le palais, le souverain est optimiste et il a décidé de rendre son état de santé public pour éviter les rumeurs et aider les autres personnes dans le monde touchées par le cancer. Le monarque recevra des traitements ambulatoires selon un horaire régulier et il suspendra ses fonctions publiques mais poursuivra ses activités d'État. Les réactions tant des Britanniques que du reste du monde n'ont pas tardé. I think it's very sad. I think it's that, it's coming a year after the coronation. And so I think my thoughts are with him, with the family. I would say to him, like I said to my mum and my brother, be strong. He's got to have the best doctors. He's got the best chance. Age against him. Rest up, boy. And abdicate. Give up the throne. Give it to William. You get better. Crack on. Enjoy Camilla. That's what we want. Dans un message sur le réseau X, le premier ministre du Canada a souhaité un prompt rétablissement au monarque britannique. Pour sa part, la gouverneure générale a dit espérer que cette annonce publique encouragera et motivera les personnes qui reçoivent leur propre traitement. Après l'annonce du roi Charles, son fils cadet, le prince Harry, s'est entretenu avec lui. Il viendra le rejoindre au Royaume-Uni, selon une source proche du prince. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. On revient en Saskatchewan à présent, où la Fédération des enseignants accélère la cadence pour mettre la pression sur le gouvernement provincial. Depuis dimanche, elle a annoncé 2 nouvelles actions. David Houle nous les détaille. Les élèves de la Saskatchewan ne dîneront pas sous la supervision de leurs enseignants jeudi. C'est la Fédération des enseignants de la Saskatchewan qui en a fait l'annonce ce matin. Ses membres quitteront leur milieu de travail pendant cette période. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans les écoles? Il y a toutes sortes d'actions maintenant. Les divisions scolaires, les commissions scolaires sont en train de planifier quoi faire pour jeudi pour surveiller les élèves à l'école. Ça s'ajoute à la nouvelle grève tournante que la Fédération a annoncée hier. Cette grève touchera 65 300 élèves au total dans la province, dont les élèves des pavillons Gustave Dubois et Monique Rousseau de l'École canadienne-française de Saskatoon et l'École Providence de Vanda. La STF affirme que ces mesures étaient inévitables pour faire réagir la province. On n'a aucune nouvelle en indiquant qu'ils sont prêts à retourner à table avec un nouveau mandat. Alors, franchement, il fallait que les pressions augmentent. De son côté, le ministre de l'Éducation maintient sa position. Les questions de complexité de classe ne devraient pas faire partie des négociations syndicales. Il compte entre autres sur ses projets pilotes, annoncés le mois dernier, pour trouver des solutions aux problèmes dans les salles de classe. If we see positive results,
something we'd like to continue. Obviously, we have to look at what that looks like. I mean, we've got a provincial budget coming up in March, and as government, we're looking to make additional investment in education around the province. La STF craint justement que le gouvernement provincial utilisera de possibles investissements en éducation dans son prochain budget provincial pour rejeter ces demandes. Ici David Hull, Radio-Canada, Regina. Avec les températures de ces derniers jours, se balader en ville peut vite relever du parcours du combattant. Il faut avoir l'œil aguerri et le pied vif pour ne pas déraper sur le verglas qui recouvre certains trottoirs. Charlotte Marchal fait le point sur les responsabilités de chacun. It's very slippery. Comme en témoigne ce passant, c'est très glissant. Se déplacer à pied peut devenir une épreuve pour les piétons. À Saskatoon, le froid et le vent ont transformé certaines zones piétonnes en patinoires géantes, ce qui ne facilite pas les déplacements à pied ou à quatre pattes. Les résidents de Saskatoon continuaient cependant à s'aventurer sur les trottoirs glacés ce matin. It's difficult to walk, and of course it needs to be cleaned and to be kept clean for those who are walking. À Regina aussi, le temps doux rendait les trottoirs plus inondés que glacés ce matin. Dans ce magasin, les clients ne se bousculent pas pour acheter des sacs de sel, comme le confie le gérant. Seulement 6 sacs de sel ont été vendus la semaine dernière. À Regina et à Saskatoon, ce sont les propriétaires qui sont responsables d'enlever la glace sur les trottoirs. Ils ont 48 heures après une chute de neige pour dégager le trottoir devant chez eux. Mais la sanction n'est pas la même en cas d'infraction. À Saskatoon, 3 avertissements sont envoyés avec des amendes progressives pouvant aller jusqu'à 300 $. À Regina, un avis de non-conformité est envoyé au propriétaire dès le premier avertissement. Si le propriétaire n'obtempère pas, c'est à la ville de nettoyer le trottoir. Les frais engagés sont ajoutés à la taxe foncière du propriétaire. Regina met aussi gratuitement à disposition un mélange de sable et de sel dans 19 bacs à travers la ville. Dans le cas des 2 villes, c'est la municipalité qui dégage les voies piétonnes qui relèvent du domaine public. Cependant, les températures vont continuer à osciller partout en province, ce qui pourrait créer les conditions idéales pour former de nouvelles patinoires naturelles. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Regina. Danielle Smith veut profiter de son passage à Ottawa pour faire pression sur les questions énergétiques, mais elle met aussi Pierre Poilievre dans l'embarras. On vous dit pourquoi après la pause. On part à Ottawa à présent, où la politique provinciale rejoint la politique fédérale. Les prises de position de la première ministre de l'Alberta mettent Pierre Poilievre dans l'embarras. Danielle Smith était de passage dans la capitale pour ouvrir un bureau de sa province et pour faire pression sur le gouvernement Trudeau au sujet des questions énergétiques. Mais voilà, ces politiques en matière d'identité de genre chez les jeunes l'ont rattrapé. Elles ont éclipsé même sa visite, comme nous le raconte Valérie Gamache. La première ministre albertaine monte au front. A strong Alberta means a strong Canada. Si l'Alberta est forte, le Canada sera fort, dit-elle. Pour ce faire, elle s'installe à Ottawa. À l'instar du Québec, l'Alberta aura dorénavant pignon sur rue dans la capitale fédérale. We call ours just an office, just letting you know. Un discours bien accueilli en territoire ami devant ce parterre de gens d'affaires, mais qui détonne avec le message que lui réservent ses manifestants. Il ne digère pas les nouvelles politiques qu'elle veut adopter pour encadrer les droits des personnes trans mineures. La proposition qu'elle veut faire au niveau de la législature, ça va vraiment mettre les enfants en danger, leur vie en danger. Le ministre Randy Boissonneau, le seul ministre albertain du cabinet de Justin Trudeau, n'allait pas manquer une telle occasion. Je trouve que c'est dangereux et j'ai dit carrément qu'il va y avoir plus de suicides auprès des jeunes. Il n'hésite pas à étendre ses attaques au chef conservateur et il dénonce du même coup le silence complice, selon lui, de Pierre Poilievre sur la question. Well, let me be clear. Silence is complicity. Pierre Poilievre évite à tout prix de s'immiscer dans le débat et accuse Justin Trudeau de vouloir faire diversion. Let parents raise kids and provinces run schools
and hospitals. Le chef bloquiste déplore que libéraux et conservateurs fassent de la politique sur le dos des adolescents. Est-ce qu'on ne devrait pas s'abstenir d'essayer de mettre des rondelles politiques dans le fond du filet avec un sujet aussi délicat pour des jeunes personnes? Daniel Smith persiste. We are going to be putting forward policy in the fall. C'est un débat sensible, mais qui est loin de se faire de façon sereine. Les politiciens y voient sans doute la possibilité de faire des gains auprès de leur électorat. Mais le risque de politiser le débat, c'est qu'il se fasse au détriment de ceux qu'ils prétendent vouloir protéger. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa. My sincerest apology for the amount of time to reach this point. Ce que nous venons d'entendre, c'est la police de London, en Ontario, qui présente ses excuses aujourd'hui à la victime présumée d'un viol collectif allégué. Vous le savez sûrement, on en a parlé à plusieurs reprises sur nos ondes. C'est une affaire qui a totalement ébranlé le monde du sport ces dernières années. Une affaire qui remonte à 2018. 5 anciens membres de l'équipe de hockey junior du Canada sont maintenant formellement accusés d'agression sexuelle. Leurs avocats ont fait une brève apparition en cours ce matin par vidéoconférence. Camille Gréroy nous la résume. Il aura fallu plus de 5 ans et demi pour que la police de London dépose des accusations dans cette affaire. Dylan Dubé, Cal Foote, Alex Formanton, Carter Hart et Michael McLeod font chacun face à une accusation d'agression sexuelle. Le dernier est accusé en plus d'avoir participé à une agression. En juin 2018, ces 5 joueurs sont à London pour un gala qui célèbre leur victoire au championnat mondial de hockey junior. C'est en marge de cet événement qu'ils rencontrent la présumée victime, selon la police. L'agression aurait eu lieu dans une chambre d'hôtel dans la nuit. Later that morning, our service received a phone call from an individual related to the victim in this matter. La police est prévenue dès le lendemain matin. Mais après avoir enquêté pendant plusieurs mois, les policiers ferment le dossier sans inculpation. C'est seulement au cours de l'été 2022 qu'ils relancent l'enquête. À ce moment-là, Hockey Canada est plongé dans la tourmente. Le public vient d'apprendre que la Fédération a rapidement réglé à l'amiable une poursuite intentée par la présumée victime. De nouveaux éléments ont depuis permis à la police de progresser dans l'enquête. Le chef a tout de même tenu à présenter des excuses à la victime pour cette attente. I want to extend, on behalf of the London Police Service, my sincerest apology to the victim. Mais on est encore loin du procès, selon cette avocate. La procédure pourrait durer des mois. La preuve va être énorme, donc ça va prendre beaucoup de temps à ce que cette preuve soit analysée et divulguée en conséquence aux avocats de la défense. D'où l'importance d'aider les plaignantes à se reconstruire en dehors des tribunaux également, dit cette survivante d'agression. C'est pour ça qu'il faut se trouver une voie à nous-mêmes de guérison afin d'être en mesure de procéder à notre rythme à la place de suivre celui-là des autorités. Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée en cours. Les avocats des accusés affirment qu'ils ont l'intention de les réfuter. Leur prochaine comparution a été fixée au 30 avril. Hockey Canada, de son côté, dit pleinement coopérer avec la police et répète avoir pris des mesures pour améliorer la culture du sport. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. On part au Moyen-Orient à présent, où les tournées diplomatiques s'accélèrent. Anthony Blinken est en Arabie Saoudite pour les États-Unis et le ministre des Affaires étrangères est en Israël. Le but est commun, il s'agit d'obtenir un cessez-le-feu qui soit durable dans la bande de Gaza, mais aussi la libération des otages israéliens. C'est Carla Oliveira qui nous livre tous les détails. C'est un nouvel acte du ballet diplomatique pour faire pression sur l'État hébreu qui commence. Le ministre des Affaires étrangères français est de passage en Israël pour débuter une tournée dans la région. Le secrétaire d'État américain fera le chemin inverse, débutant une nouvelle tournée au Moyen-Orient, en Arabie saoudite, première étape de ce voyage qui se terminera en Israël. L'objectif de tous ces émissaires est clair. La tragédie en cours à Gaza doit cesser. Nous réclamons le respect du droit international humanitaire par tous, un cessez-le-feu immédiat et durable et une entrée massive de l'aide humanitaire. La libération des otages et la condamnation des colons israéliens en Cisjordanie font aussi partie de la liste des plaidoyers portés par la communauté internationale. En attendant une trêve, l'armée israélienne poursuit son offensive.
Elle a indiqué avoir ciblé le nord et le centre de l'enclave palestinienne avec de nouveaux raids. Des frappes aériennes ont entre autres touché cette mosquée à Deir al-Balah. Les tensions se font sentir sur les pays voisins avec de nouveaux échanges de tirs entre Américains et des groupes pro-iraniens ces derniers jours. La dernière attaque a visé une base américaine en Syrie où 7 combattants dirigés par des Kurdes ont été tués. Une attaque de drone revendiquée par la résistance islamique en Irak. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. On continue à faire le tour des actualités du monde en bref. Au Salvador, c'est Nayib Bukele qui a été réélu avec une très large majorité à la présidence. L'homme fort du plus petit pays d'Amérique centrale aurait obtenu plus de 85% des voix au dernier comptage. Nayib Bukele a fait de la lutte contre les gangs sa priorité. Il a fait emprisonner plus de 75 000 Salvadoriens, souvent dans des conditions difficiles. Il se déclare lui-même comme le dictateur le plus cool du monde. Nayib Bukele dit vouloir poursuivre sa politique contre la criminalité au Salvador. Au Chili, les feux de forêt continuent à progresser. Ils ont fait plus de 110 morts. Des quartiers entiers ont été rasés dans le centre du pays et les flammes menacent désormais les villes balnéaires de Valparaíso et Viña del Mar. Des centaines de personnes sont aussi portées disparues, ce qui laisse craindre davantage de victimes. Un Australien est condamné à mort en Chine. Il s'agit de l'écrivain Wang Jun, reconnu coupable d'espionnage par la justice chinoise. L'information avait d'abord été dévoilée par l'Australie, qui avait fait part de son mécontentement. Pékin a confirmé la condamnation aujourd'hui. Il précise que l'écrivain bénéficiera de 2 ans de sursis, une peine qui est traditionnellement transformée en prison à perpétuité en Chine. Les artistes féminines mises à l'honneur hier au prix Grammy et une apparition surprise de Céline Dion. On revient sur les grands moments du gala après la pause. CBC Radio-Canada se dote d'une stratégie nationale autochtone. Elle se décline en 49 objectifs et a pour but de faire progresser la vérité et la réconciliation. Anne-Louise Michel et le vidéographe Fernand Detilleux ont assisté à la présentation de cette nouvelle orientation à Winnipeg. Et le nom de cette stratégie en français est « Tisser des liens, œuvrer ensemble ». CBC Radio-Canada se dote d'une stratégie nationale autochtone 2024-2027. J'espère juste que en fait, ça va faire une différence dans les communautés autochtones, qu'il va y avoir des meilleures relations. Sur les 49 objectifs que se fixe le diffuseur public, on peut notamment retenir que la société d'État souhaite accroître l'accès des autochtones à des postes de direction, intégrer davantage de fournisseurs issus des premiers peuples et renforcer les partenariats avec des organismes autochtones. Un bureau autochtone sera d'ailleurs chargé de superviser la mise en œuvre de tous ces objectifs. Ce bureau va assurer des perspectives, une vision autochtone. Un plan qui intervient 9 années après les recommandations émises par la Commission de vérité et de réconciliation qui préconisait déjà des actions similaires. C'est peut-être un petit peu tard, mais c'est mieux que jamais. Si beaucoup voient d'un bon œil cette nouvelle initiative, l'anthropologue winnipégois Robert Falcon-Ouellette rappelle le rôle important du diffuseur public dans la représentation des points de vue. Il faut aussi pour la population non autochtone, c'est important pour eux autres de comprendre que c'est pas toujours pareil. Pas tous les autochtones pensent pareil, il y a des différences d'opinion. Souvent, on va chercher les mêmes mondes tout le temps qui disent les mêmes choses. La société souhaite, avec cette stratégie, tracer la nouvelle voie à suivre dans l'industrie médiatique. Je pense qu'il y a un consensus à l'effet que ça a beaucoup changé et que l'image et la représentation c'est beaucoup amélioré. Il a fallu 3 années et 21 séances de discussion partout au pays pour créer cette feuille de route dont les preuves restent à faire. Ici Anne-Louise Michel, Radio-Canada, Winnipeg.
Si vous regardez la dernière saison de la série américaine True Detective, vous y avez sûrement remarqué l'acteur Joel Demon Grant. L'acteur autochtone a grandi à Laronge. Il est originaire de la nation Cree Peter Ballantine, près de Prince Albert. Il joue le personnage de Eddie Kavik aux côtés de la comédienne Jodie Foster dans cette série de la chaîne HBO qui traite de disparitions et de meurtres de femmes autochtones. We're in an Indigenous Renaissance period now. People want to hear our stories. They want authenticity. They're not putting up with, the Italians pretending to be us. En musique à présent, la 66e cérémonie des prix Grammy s'est déroulée hier soir à Los Angeles. Céline Dion y a fait une apparition surprise. Elle est montée sur scène pour décerner le prix de l'album de l'année à Taylor Swift, qui le reçoit pour la 4e fois, ce qui est très exceptionnel. Nabi Alexandre Chartier revient sur les moments forts de cette grande cérémonie. Céline Dion a fait une apparition surprise hier soir sur la scène des Grammys à Los Angeles. La chanteuse que l'on n'avait pas vue depuis plusieurs mois parce qu'elle est atteinte du syndrome de la personne raide a dit qu'elle était sincèrement contente d'être là. I'm happy to be here. De la voir arriver aux côtés de René Charles, d'ailleurs, marcher comme ça, première apparition publique depuis 3 mois, première fois sur une scène, une immense scène depuis, février 2020. C'était une très belle surprise. Céline a remis le prix d'album de l'année. Taylor Swift. Sans trop de surprise, c'est Taylor Swift qui l'a remporté, devenant l'artiste la plus primée dans cette catégorie. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont reproché à Taylor Swift de ne pas avoir eu suffisamment d'égards pour Céline Dion. Plusieurs artistes canadiens sont illustrés au cours de la soirée, dont Johnny Mitchell, qui a interprété une chanson pour la première fois aux Grammys. La Montréalaise Alison Russell a mis la main sur le trophée dans la catégorie Meilleure performance American Roots. Alors que Yannick Nézet-Séguin, un habitué des Grammys, a remporté sa 4e statuette dans la catégorie Meilleur enregistrement d'opéra. C'est sûr que la fierté en tant que Québécois, puis je me disais, il y a quand même quelque chose de formidable, je veux dire, d'avoir le Québec qui a brillé avec Alison Russell, avec mon Grammy à moi, puis ensuite finir la soirée avec la légende Céline. C'est extraordinaire. Comme il se doit, la musique était au cœur de la cérémonie, avec plusieurs excellentes performances, dont celle de Tracy Chapman, qui a interprété sa chanson Fast Car avec Luke Combs, qui l'a récemment repopularisé. Billy Joel a présenté Turn the Lights Back On, sa première nouvelle chanson en 17 ans. Alors qu'Annie Lennox a rendu hommage à Sinead O'Connor, décédée en juillet, en interprétant Nothing Compare. Parmi les autres gagnantes de la soirée, Miley Cyrus et Billie Eilish. Une bonne année pour les femmes musiciennes, ce qu'a souligné l'animateur Trevor Noah. C'était la soirée des femmes hier sur 9 catégories. Les 9 ont été remportées par des femmes. Victoria Monet comme révélation de l'année, Karol G, Taylor Swift, Miley Cyrus, donc des grands noms de la pop, des artistes à découvrir aussi, d'autres artistes qui confirment à quel point elles sont au sommet de leur art. Il s'agissait de la 66e cérémonie des Grammys. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. On reste dans les étoiles et avec les célébrités, mais en science cette fois-ci. L'astronaute Jeremy Hansen était de passage à l'Agence spatiale canadienne aujourd'hui pour faire le point sur la rigoureuse préparation qui lui est imposée en vue de se rendre jusqu'à la Lune avec la mission Artemis 2 à laquelle il doit participer. Mathieu Papillon l'a rencontré. C'est ce à quoi le grand jour devrait ressembler. En septembre 2025, les 4 astronautes de la mission Artemis 2 se rendront en orbite autour de la Lune. Un premier vol d'essai avec équipage avant que l'humain ne foule une fois de plus la surface lunaire. D'ici là, l'heure est à la préparation pour le seul Canadien qui sera à bord. Jeremy Hansen doit d'abord se familiariser avec la capsule qu'il mènera dans l'espace lointain. On fait ça avec des classes, avec des instructeurs, mais aussi dans un simulateur. Alors, on a un nouveau simulateur. On est en train de créer ce simulateur. La formation, qui se déroule surtout aux États-Unis, comprend aussi un volet médical. On a fait de l'entraînement à Houston, à l'hôpital, juste d'être familier avec les procédures médicaux. Mais c'est l'intelligence artificielle qui fera office de médecin à bord. C'est pour les outiller. Quels tests faire,
quelle manœuvre faire pour s'assurer d'arriver à un diagnostic. Donc, c'est vraiment pour les rendre aptes à prendre soin les uns des autres au niveau de la santé. Les papilles gustatives des astronautes sont également mises à contribution dans le travail de préparation. On fait les essais de nourriture pour trouver la nourriture que les astronautes aiment beaucoup. Et on utilise cette nourriture pour préparer le menu. Pour agrémenter ce buffet déshydraté, de bons vieux classiques canadiens, même si une mise en garde s'impose pour les biscuits. Dans la placenta, des miettes, comme vous avez dit, peut être partout dans la capsule, dans l'œil, quelque chose comme ça. Vaut la peine de prendre soin quand vous mangez, de capturer tout ça. Devant ces petites et grandes considérations, Jeremy Hansen promet d'être fin prêt pour le début de la mission. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Longueuil. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que nous allons recevoir Jeremy Hansen jeudi en direct dans notre studio et vous pouvez participer à cette entrevue. C'est très simple, il suffit de nous envoyer vos questions pour Jeremy Hansen à cette adresse courriel qui s'affiche tjsask@radio-canada.ca. On ira piocher dans vos suggestions pour faire entrevue. Et en attendant, eh bien, c'était un grand jour aujourd'hui pour les pensionnaires de la Regina Human Society. L'organisme a inauguré un nouveau local à Regina, donc pour répondre aux besoins grandissants. Ce nouveau centre communautaire tout neuf pour animaux se trouve à Harbour Landing, dans le sud de la ville. Il a coûté 28 millions de dollars, plus de 10 ans de planification, 2 années de travaux. Cette nouvelle adresse remplace l'ancienne clinique qui était située à Armour Road. Elle a donné lieu à 60 ans de bons et loyaux services. On se quitte là-dessus. Merci d'avoir choisi Radio-Canada pour débuter votre soirée. Prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent.